Bonjour tout le monde, je suis Soro Idriss. Selinda. Ils n'ont pas entendu, je suis Selinda. Et nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous présenter le cours sur le paradoxe EPR. Le paradoxe EPR en parlant de l'histoire, des éléments conceptuels, de l'énoncé scientifique et de l'expérience de pensée. Pour vous parler du paradoxe EPR, nous allons d'abord commencer par pour évaluer ce qui se passait dans l'environnement. Qu'est-ce qui a mené, qu'est-ce qui a abouti au paradoxe EPR? Parce qu'on va commencer directement. Pour vous parler du paradoxe. Pour parler du paradoxe EPR, on va d'abord commencer par l'introduction. Notre introduction, ce sont les principes de la mécanique quantique. Je rappelle que la mécanique quantique, c'est une physique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une physique qui étudie des particules à une échelle microscopique, c'est-à-dire de petite taille. Bon, vous avez déjà vu les cours précédents, mais on va quand même faire des rappels qui vont nous servir dans notre explication. Dans l'un des cours précédents, vous avez vu l'incertitude d'Heisenberg. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'incertitude d'Heisenberg, c'est que pour une particule, pour un objet quantique, on ne peut pas avoir accès directement à toutes les informations. C'est-à-dire pour un objet quantique, on a des grandeurs. Un objet quantique a plusieurs grandeurs, mais ces grandeurs-là, on ne peut pas connaître ces grandeurs simultanément. Et ça se traduit en fait que lorsqu'on a deux grandeurs A et B, par exemple, lorsqu'on a deux grandeurs A et B, le produit de l'incertitude est lié au commutateur de leur opérateur. Leur opérateur, c'est une fonction qu'on associe à la grandeur. Et lorsque les grandeurs sont compatibles, s'il vous plaît du silence, les gens essaient de suivre le cours. Et lorsque les grandeurs sont compatibles, c'est-à-dire lorsqu'on peut connaître les grandeurs simultanément, on a que leur opérateur, le commutateur est nul. Du coup, on aura le produit de l'incertitude peut être nul et on pourra les déterminer. Mais si leurs grandeurs ne sont pas compatibles, leur commutateur ne sera pas nul et du coup, on ne peut plus déterminer simultanément les grandeurs. Et un exemple, c'est la position et l'impulsation, la position qu'on a vu. Mais aussi comme base, on va utiliser la complémentarité. La complémentarité de Bohr, c'est-à-dire une particule comme on le sait, elle a deux natures qui sont, elle peut se présenter sous forme d'une onde, sous forme d'une particule. Alors la complémentarité de Bohr dit une particule ne peut que se présenter sous une deuxième forme, soit sous la forme corpusculaire ou sous la forme particulière, ou sous la forme ondulaire. Ondulatoire, pardon. D'accord. Et l'autre principe, c'est la non-localité. Pour la non-localité, ne vous inquiétez pas, on y reviendra en détail dans notre cours. Donc, je disais, avant de parler du paradoxe EPR, on va d'abord vous dire qu'est-ce qui évaluait ce qui s'est passé dans l'environnement qui a conduit au paradoxe EPR. Et ce qui a conduit au paradoxe EPR, c'était surtout une école, qui est l'école de Copenhague, qui a envoyé une interprétation de la mécanique quantique. Donc, je vais représenter l'école de Copenhague. Je m'introduis d'abord, je suis Niels Bohr, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique et le dirigeant de l'école de Copenhague. Lors d'un rassemblement qui a été effectué en 1927, nous nous étions rassemblés, moi et mes collègues physiciens Heisenberg, Max Born et Jordan, pour essayer d'interpréter un peu de manière cohérente les principes de la mécanique quantique. Notre interprétation s'oppose essentiellement au fait qu'il existe une mesure avant, qu'il existe plutôt un état avant toute mesure. En effet, on ne peut pas, en effet, il n'existe pas de preuve que cet état existe et avant son observation, et sa supposition amène à une contradiction. Donc l'état ne peut être défini qu'à partir de l'instant de sa mesure. J'avais aussi ajouté à ceci qu'il y avait une interaction entre l'appareil de mesure et ce qui était mesuré, c'est-à-dire que l'appareil de mesure produisait un effet sur l'objet mesuré et que cette mesure ne peut être négligée. Donc l'état peut être même modifié à partir de cette mesure. Dans ce cas, à chaque fois qu'on effectue une mesure, on détermine un nouvel état possible du système, et après une infinité de mesures, on peut définir tous les états possibles, donc l'univers des états possibles du système.
Et dans ce cas, on est arrivé à la conclusion que la mécanique quantique était complète et qu'elle donnait une description complète du monde à partir des systèmes qu'elle offrait. Et donc la mécanique quantique est complète selon nous. Suite à cela, les EPR qui sont Einstein, Podolsky et Rosen prennent position. De notre part, moi, Einstein et mes chers collègues Podolsky et Rosen, nous ne partageons pas cette vision et cette interprétation de l'école de Copenhague, puisqu'ils ont laissé la mécanique quantique incomplète, puisque cette dernière, d'après leur interprétation, ne nous fournit pas des lois qui décrivent et qui gèrent l'univers ou bien tout système de l'univers avec exactitude et de manière déterminante. Aussi, ils sont satisfaits de nous donner des lois de probabilité pour décrire un état d'un système, sans oublier qu'ils ont nié et bravé la loi de toute science, de toute science exacte, et qui est la localité, et qui veut tout simplement dire l'impossibilité de l'influence entre deux systèmes, l'impossibilité d'existence d'influence entre deux objets. C'est-à-dire, si on a deux objets à distance, l'un ne peut pas influencer sur l'autre. Autrement dit, on peut dire que les propriétés physiques d'un objet ne dépendent et ne peuvent être influencées que par son environnement immédiat. Grosso modo, ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que l'école de Copenhague, avec leur déduction, ils ont abouti au fait que la mécanique quantique elle est complète. Parce que pour définir l'état de la mécanique quantique, on fait une mesure et on a l'état de la particule. De notre côté, le groupe des EPR, Einstein, Podolsky, eux ne sont pas de cet avis. Pour eux, la mécanique quantique n'est pas complète. Parce que pour que la mécanique quantique soit complète, on doit pouvoir décrire totalement toutes les informations de la particule avant de pouvoir dire qu'elle est complète. Et ils ne sont pas aussi d'accord avec eux sur la non-localité, parce que on doit pouvoir décrire chaque système. Tu as une question? Après les questions. On doit pouvoir décrire chaque système. Et pour prouver que le groupe EPR, eux, ils ont tenté de prouver qu'ils ont raison. Et la manière à eux de prouver qu'ils ont raison, ça sera le paradoxe EPR. Mais avant de vous parler du paradoxe EPR, il y a un élément conceptuel très important que vous devez apprendre qui va servir dans le paradoxe EPR. Et cet élément conceptuel, c'est le groupe EPR qui va utiliser. Et pour vous montrer à quel point les deux groupes antagonistes étaient d'accord sur cette définition, c'est l'école de Copenhague qui va définir l'intrication. Et si ça correspond au groupe EPR, ils sont sur le même point de vue sur l'intrication et pourront continuer leur état. Pour expliquer ce que c'est qu'un état intriqué, nous devons passer par expliquer l'état contraire, ce que c'est qu'un état séparable. Donc on considère un système S1 plus S2 qui définit le système global, dans lequel on définit une fonction d'onde, phi1 plus 2, qui définit l'état de système, et cette fonction d'onde, elle appartient à l'espace d'Hilbert H1 croix H2. Pour un état séparable, il est appelé aussi état factorisable, puisqu'il peut être écrit sous forme de produit tensoriel du premier état et du deuxième état. Donc on peut le factoriser, alors que ce n'est pas le cas pour l'état intriqué. Mais pour l'état intriqué, on peut aussi l'écrire sous forme de combinaison linéaire ou de superposition de plusieurs états séparables. Dans le cas de l'état séparable, quand on fait une mesure sur l'objet S1, on change l'état de S2. Alors que ce n'est pas le cas pour les états intriqués plutôt. Les états intriqués sont liés. Donc quand on fait une mesure sur la première particule, on change la deuxième. Alors que l'état séparable, ils ne sont pas liés. Pour illustrer un peu plus cette notion d'état séparable et état intriqué, on prend deux exemples. La première base, plus 1 et moins 1, serait la base de l'espace Hilbert 1. Et la deuxième, qui est presque la même, mais pour l'état 2, elle définit la base de l'espace 2. Donc la fonction d'onde de l'état séparable, elle peut être factorisée et donc écrite sous forme de produit tensoriel d'une fonction d'onde propre à l'état
et celui de l'état 2. Alors que l'autre, la fonction de l'état intriqué, elle ne peut pas être factorisée. Donc vous avez assimilé un peu la différence entre les deux. Suite à cela, suite à cette explication d'intrication, on va laisser la place au groupe EPR pour nous présenter l'expérience séquencée. Alors, d'après l'explication de mes chers collègues de l'école Copenhagen, on arrive d'après ce qu'ils ont dit, alors tout système intriqué est un système pour mieux vous expliquer de manière littéraire ce qu'ils ont prouvé en mathématiques, qu'on n'arrive pas pour un système intriqué, on n'arrive pas à décrire de manière, si le système complet S1 et S2, après leur séparation, on ne peut pas leur décrire de manière indépendante, c'est-à-dire que leurs propriétés physiques restent toujours corrélées. Pour cela, on a cherché avec mes chers collègues Podolsky et Rosen une petite expérience afin de faire casser cette interprétation. Alors, en admettant leur hypothèse en plus de notre hypothèse de la mécanique relativiste, et qui dit aussi que l'impossibilité de tout objet d'atteindre une vitesse supérieure à celle de la lumière, en plus de la description locale de toute particule et de la complétude de la mécanique quantique. Alors pour cela, on imagine... Imaginons un système formé S1, imaginons un système S1, S2 qui est intriqué. Pour cela, pour avoir un système intriqué, il suffit d'avoir deux particules qui sont émettent de la même source dans un premier temps. Donc, ces deux particules vont partir tous les deux dans deux sens contraires. Alors, d'après le principe d'intrication, on connaît toute mesure sur le système S1 peut nous informer sur le système S2 et vice-versa. Pour cela, on peut faire une mesure de l'impulsion, c'est-à-dire de la vitesse du système S2, et va nous informer sur la vitesse de l'autre S2. Et pour le système S2, on va mesurer sa position et il va nous informer sur la position du système S1, parce qu'on a une description symétrique, et cela va s'oppose au principe de l'incertitude de Heisenberg. Aussi, elle viole notre principe de la relativité générale, qui est que toute vitesse ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, puisque si la propagation de cette information entre les deux systèmes peut être infinie. Donc, pour faire court, le paradoxe EPR, c'était une expérience, mais une expérience sans outils, c'était juste une expérience de pensée. Le paradoxe EPR a abouti à une absurdité. Puisqu'on avait une absurdité, au moins l'une des hypothèses était fausse. Et puisque l'une des hypothèses était fausse du point de vue déterministe, il y a deux hypothèses qui sont toujours vérifiées, à savoir l'hypothèse de la causalité relativiste et l'autre hypothèse. Donc, c'est la mécanique, c'est l'hypothèse de la complétude, c'est la mécanique quantique qui est forcément fausse. Et si la mécanique quantique n'est pas complète, on propose de compléter la mécanique quantique en introduisant des variables cachées qui renferment des informations sur la position et la vitesse instantanément. Pour terminer le cours, il faut retenir qu'en fin de compte, le paradoxe EPR n'est pas seulement qu'un débat philosophique, parce que au début ça a commencé sur l'interprétation. Mais en plus d'être un débat philosophique, c'est aussi un débat sur la nature de la mécanique quantique. C'est une conséquence scientifique, c'est un poids. Il faut dire aussi qu'à la suite de ce débat, cela a permis la création d'ordinateurs quantiques, ce qui représente aujourd'hui 40% de l'économie mondiale. Oui, parce que oui, exactement, ce débat nous a permis d'écrire les ordinateurs quantiques et des gens ont tenté de reconstruire la relativité et la mécanique quantique. Ce débat, plus tard, sera tranché par... C'est bon. Allez, merci. Il y a aussi un cours à suivre qui est sur la mise en évidence Ça donne un appelé pourtant des questions. Oui. Je comprends très bien la relation entre le système intriqué avec le fait que
c'est séparable. Tu n'as pas compris. Avec l'incertitude, pardon, avec l'incertitude d'Heisenberg, la relation entre... Au milieu, les deux particules ne peuvent pas être décrites de manière indépendante, c'est-à-dire qu'ils sont toujours liés. Alors par exemple, supposons par exemple qu'on a deux électrons, alors l'un de spin plus 1,5 et l'autre de spin moins 1,5. Alors si on fait partir les deux électrons éloignés à n'importe quelle distance, alors toujours en effectuant un mesure de spin sur un des électrons, si on trouve pour l'un 1,5, alors pour l'autre on trouve moins 1,5. Alors pour cette raison, aussi pour la mesure de la vitesse, si tu connais la vitesse après une grande distance, si tu connais la vitesse du premier, tu connais la vitesse du deuxième. Et aussi pour la position, si tu mesures la position de l'autre, de S1, tu connais la position de S2. Alors, donc, en état final, tu vas connaître la vitesse et en même temps la position du système S1, ce qui viole l'inégalité de Heisenberg. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas, si on connaît la position avec une grande probabilité, on perd la certitude sur la position. Ça veut dire que vous supposez que par exemple sur le premier, on peut mesurer sa position avec une précision infinie, et sur le deuxième, sa vitesse avec une précision infinie. Parce que dans les hypothèses du paradoxe, il n'y a pas de la localité. Donc, on pourrait faire ça, et ça violerait le principe de théorème, mais ça violerait bien de détermination. Par contre, ce que je propose, c'est quand on a la position de l'autre, on aura des informations sur la position du deuxième, mais pas avec une grande précision. Lorsqu'on a les deux particules, si j'ai la position de la première particule, puisqu'ils sont intriqués, cela veut dire directement que j'ai la position de la deuxième particule. S'ils sont intrigués, on connaît exactement la position. Oui, on connaît exactement. S'ils sont intrigués, c'est juste que la fonction ne peut pas être écrite sous la forme d'un produit tensoriel. Donc en gros, si on connaît la position sur l'un, on a toujours une probabilité sur l'autre. C'est vrai. Mais physiquement parlant, c'est quand on connaît deux systèmes sont intriqués, c'est-à-dire que quand on connaît les paramètres de l'un, on connaît les paramètres de l'autre. Donc si on mesure pour le premier la quantité de mouvement, on connaît la quantité de mouvement de l'autre. Et si on mesure pour l'autre la On va position... toujours la connaître avec une certaine incertitude. On va toujours la connaître avec une certaine incertitude. Oui, parce que c'est pas factorisable. Parce que de toutes les manières, tu as toujours une proba sur les états. Donc même si sur l'un on connaît exactement sa position, même on la connaît, on a toujours une probabilité sur le deuxième. Mais je pense que le débat est... Et c'est vrai que c'est nouveau pour moi le fait que le paradoxe PR viole le principe d'incertitude d'Heisenberg. Je n'avais jamais vu ça. Donc il faudrait que vous nous donniez des références. D'endroit où vous l'avez vu, ça m'intéresse beaucoup. Parce que ça viole la relativité, oui, bien sûr, parce que l'information se transmet de façon instantanée. Mais la violation du théorème de détermination, je ne l'avais jamais vu. Vous avez vu ça dans des articles quelque part? Oui, il est sur Wikipédia. Ah ouais. Vous m'enverrez le lien, Parce ça qu'au me regarde début, un peu les références. Einstein n'était pas d'accord avec l'interprétation de Heisenberg. Et après avoir élaboré le paradoxe, il a conclu que c'était le fait que la mécanique était complète qui était faux. Oui, ça je vais Aussi pour la question de Heisenberg. Aussi pour l'incertitude qu'il a mentionné, ça revient à notre faiblesse de mesure, ça ne revient pas à la mécanique quantique. C'est-à-dire que les mesures, nos appareils nous offrent des mesures avec une incertitude. Ce n'est pas la mécanique quantique. On va laisser qui c'est qui va nous montrer les expériences d'aspect là? C'est bon.